Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Formatrans pour vous présenter le thème de l'entreprise et son activité commerciale. Vous allez constater que ce thème fait partie des plus simples. Voilà. Il est prévu pour l'attestation de capacité professionnelle en transport de marchandises lourdes. Nous allons commencer par définir une étude de marché. Donc une étude de marché, c'est bien évidemment la photo du marché. Ça va consister en fait à faire une analyse du marché, des clients, du potentiel de clients, des concurrents et de la place qu'il peut vous rester pour implanter votre société. Vous voyez ici au centre le business plan qui en fait va récapituler les trois éléments principaux donc de l'étude de marché qui vont étudier l'environnement, le produit et les services, les concurrents, la clientèle. Sur la droite, vous voyez les prévisions financières. Bien évidemment, vous allez faire une étude financière prévisionnelle de votre société, un plan de financement, de compte de résultat, plan de trésorerie. Et puis, vous prendrez les décisions concernant votre activité, votre situation personnelle et vos aspirations. Le plan à respecter. L'étude doit comporter 4 sujets. Il faut se poser les bonnes questions. Le marché. Quelles sont les grandes tendances, son potentiel? Alors bien évidemment, la grande tendance, des fois, est compliquée. Étant donné qu'aujourd'hui le marché évolue quand même assez vite. Bien évidemment, avec l'explosion des commandes des gens par internet, ils ont besoin de se faire livrer et il y a besoin d'énormément de sociétés de transport. La demande, quelle typologie de clientèle? Quels sont ses besoins, ses attentes? Est-ce que vous allez travailler avec des sociétés, avec des particuliers, avec des administrations? Est-ce que vous allez travailler tout le temps avec des clients différents ou avec des clients qui vous font travailler tous les jours, etc. La demande. Quelles sont les typologies de la clientèle, ses besoins, ses attentes? L'offre. Quel concurrent représente-t-il une menace? Et puis en dernier, l'environnement du projet. Quelles sont ses évolutions éventuelles qui pourraient agir favorablement ou non sur votre marché. La définition du marché. L'objectif est de réaliser une photo générale du marché, son identification et ses évolutions. Sur quel marché l'entreprise va-t-elle évoluer? Le marché du tourisme, du bien-être, de la finance, de la dépendance, du transport, etc. Quels seront les clients, voire les utilisateurs? Le client, c'est celui qui paye, qui n'est pas forcément l'utilisateur. Les entreprises, les particuliers, les institutionnels. Quelle est la dimension géographique du ou des marchés cibles? International, national, local. Quelles sont les évolutions du marché en valeur et en volume? Croissance, ralentissement, stagnation, baisse. Les produits ou services directement ou indirectement concurrents. Quels sont les produits ou les services directement concurrents? Quels sont les produits ou services indirectement concurrents, c'est-à-dire qui peuvent se substituer? Les différents acteurs. Qui sont les principaux acteurs sur le marché? Les concurrents, les clients, les utilisateurs, les acheteurs, les prescripteurs, les producteurs, les distributeurs, les sous-traitants, etc. Ensuite, vous analysez la demande. La première étape consiste à donner les grandes lignes de la demande. Mais on ne peut pas s'en contenter. Il est nécessaire d'obtenir davantage d'informations pour pouvoir par la suite prendre des décisions. Évolution globale de la demande. Quelle est la taille du marché? Quelles sont les quantités transportées en valeur, en volume? Quel est le nombre de clients sur ce marché? Comment ce chiffre évolue-t-il en hausse, en baisse? Comportement du client et de l'utilisateur. Qui sont-ils? À quelle occasion achètent-ils ou à quelle utilisent-ils le produit ou le service que vous proposez? Comment? Où? Pourquoi? Sont-ils satisfaits? Quelles sont leurs motivations? Quels sont leurs freins?
Quelle est leur perception du produit ou du service? Quelles sont les caractéristiques du produit ou du service qui pourraient favoriser l'acte d'achat? Donc vous voyez que toutes ces questions sont très faciles à poser et beaucoup moins à y répondre. Bien évidemment, un certain nombre de questions vont nécessiter une réponse la plus précise possible dans votre métier qui est le transport. D'autres seront beaucoup moins intéressantes en fonction de votre business plan. Là, vous avez comme exemple, Amazon génère d'énormes besoins en transport pour ses livraisons. Si vous vous destinez à travailler pour des gros groupes type Amazon, forcément, vous n'allez pas mettre du tout en place les mêmes stratégies commerciales que si vous faites du déménagement, par exemple. Vous aurez besoin de beaucoup de monde, de beaucoup de camions, d'une logistique réglée, millimétrée, alors que si vous apprenez du déménagement, vous aurez besoin d'énormément de flexibilité. Voici un petit schéma sur la stratégie marketing, quels sont nos objectifs de positionnement et le marketing opérationnel, comment le mettre en œuvre. Je vous rappelle, le marketing, c'est l'ensemble des actions qu'une société met en place pour se faire connaître et pour faire connaître ses produits ou ses services. La segmentation de la demande. L'objectif est de sélectionner parmi l'ensemble des clients, voire des utilisateurs, identifier lesquels cibler en premier, lieu pour commercialiser votre produit et service. Suivant la nature de votre marché, les critères pourront être très variés. Pour les particuliers, vous pourrez utiliser les critères distinctifs tels que le sexe, les critères sociodémographiques, la mode, les styles de consommation, etc. Pour les entreprises, la taille de l'effectif, l'activité, le chiffre d'affaires ou l'implantation. L'analyse de l'offre. Bien évidemment, l'offre étant les concurrents. Évolution globale de l'offre. Quels sont les produits ou services des entreprises présents sur le marché? Quels sont les leaders? Caractéristiques de l'offre et des entreprises concurrentes. Analyser de manière détaillée les concurrents directs et indirects. Qui sont-ils? Où sont-ils? Que proposent-ils? À quel prix? Comment vendent-ils? Comment communiquent-ils? Quels sont leurs résultats financiers? À qui vendent-ils? Quels sont leurs avantages concurrentiels? Quelle est leur part de marché? Les clients, l'utilisateur sont-ils satisfaits? Etc. Bien évidemment, certaines questions sont là encore faciles à trouver des réponses, d'autres particulièrement compliquées. Mais vous voyez dans l'intégralité de ces questions que en fait le prix n'est pas le seul élément de choix. En général, quand vous attaquez un marché que vous connaissez mal, vous focalisez toute votre énergie sur le prix en pensant qu'en étant moins cher que les concurrents, vous remporterez les clients. Et vous voyez que ce n'est pas forcément vrai. Des fois, le prix n'est pas du tout le premier critère de choix. Et en fonction de ces clients, de leurs demandes, de leurs attentes, le prix vient en deuxième, en troisième, en quatrième possibilité. C'est à vous de déterminer, bien évidemment, ça. L'analyse de l'environnement. Il s'agit d'identifier les facteurs qui peuvent avoir une influence favorable ou non sur votre marché et sur votre activité. L'enjeu consiste à déterminer si la taille de votre marché pourrait réduire ou augmenter. Ce travail par l'analyse des 6 dimensions suivantes. La politique. Quelle est la stabilité politique? Existe-t-il des tensions particulières? Quel est le régime en place? Quelle est la politique en matière de fiscalité et de commerce? Économique. Quelle est la conjoncture économique actuelle? Quel est le taux de chômage? Quel est le revenu disponible? Quelle est son évolution? Social. Quelle est la culture? Quelles sont les valeurs et les normes? Le niveau d'éducation? Comment évolue la démographie? Quelles sont les habitudes de consommation? Technologique. Quelles sont les évolutions technologiques à venir? Sont-elles fréquentes? Quels secteurs sont-ils concernés? L'écologie.
Quelle est la sensibilité aux enjeux du développement durable? Quelles sont les mesures prises en faveur de l'environnement? Quel traitement est réservé aux déchets? Et enfin, légal. Quelle est la législation qui encadre votre activité? Comment peut-elle évoluer? Quel est le rôle des pouvoirs publics? Quel est le rôle des groupes d'influence, des organisations professionnelles? Vous voyez une fois de plus qu'il faut vous poser énormément de questions. Certaines sur lesquelles vous n'aurez aucune influence, d'autres sur lesquelles vous pouvez avoir une influence. Bien évidemment, en fonction de la cible de vos clients, certaines de ces notions seront particulièrement importantes. D'autres influent sur tout le monde. Par exemple, la légalité, les lois, quel que soit le transport que vous faites, auront forcément une influence. Le temps de travail de vos chauffeurs, le temps de repos de vos chauffeurs, les limitations de vitesse, les normes de pollution sur les véhicules, etc. L'écologie aujourd'hui va avoir un jeu important de plus en plus, notamment pour l'accessibilité potentiellement dans certaines villes, mais également vis-à-vis de la communication que vous pourrez avoir avec vos clients. Les technologies, bien évidemment, peuvent être particulièrement importantes, que ce soit vous dans le transport concernant la technologie de vos véhicules, mais aussi la technologie des clients. Est-ce que le client voudra voir où est son colis avec un suivi par GPS, par exemple? Est-ce que le client aura accès à de la technologie pour commander, etc., etc. Le social, bien évidemment, très important aussi. Ça va vous permettre, si vous ciblez une partie de la population, d'adapter votre langage à vos clients. Et puis, la politique et l'économique, bien évidemment, aussi important dans tous les domaines. Nous allons maintenant voir quelques conseils. Une étude de marché est forcément très importante pour la crédibilité de votre projet professionnel. Ce projet doit vous apporter réussite et rémunération. Vous devez donc mettre en place toutes les chances de votre côté. Cependant, des actions très simples peuvent vous faire avancer commercialement parlant. Réalisez dès maintenant un site internet avec un positionnement pertinent sur des moteurs de recherche. Des prestataires très abordables et redoutablement efficaces existent, comme par exemple Vistaprint ou Google AdWords. Vous pouvez également faire des petites annonces sur Le Bon Coin, sur Vivastreet, sur jemepropose.com, etc. Il y a tout un tas de sites internet où vous pouvez faire des annonces. Cela vous permet de vous faire connaître concrètement, mais en plus de vous positionner gratuitement sur le moteur de recherche Google grâce à des mots-clés contenus dans le titre des annonces. Par exemple, vous allez mettre que vous faites du transport de colis pas cher à Mantes-la-Jolie. Et là, juste dans ce titre, vous donnez 3 informations à Google pour vous faire référencer. L'activité, c'est du transport. Le point de vue économique, vous êtes pas cher. Et la situation géographique, vous faites ça à Mantes-la-Jolie. Bien évidemment, avec votre licence de transport lourd, vous aurez le droit de travailler partout en Europe et même dans l'espace économique européen. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous verrez ça dans les cours qui sont proposés par Formatrans. Bien évidemment, vous ne pouvez pas en permanence traverser toute l'Europe pour un colis. Le but étant de s'organiser et donc de définir des zones où vous aurez beaucoup de clients. Le but également, quand vous faites du transport, est de ne rouler à vide qu'un minimum de temps. Et pour cela, si vous avez un seul client en Pologne, vous emmenez des marchandises en Pologne et vous revenez à vide. Si vous avez 50 clients en Pologne, il y a de fortes chances que, arrivé là-bas, vous pourrez recharger de la marchandise pour rentrer en France. Ensuite, les conseils simples. Être toujours en possession de cartes de visite claires, explicites sur votre activité. Les distribuer partout, à tout le monde, et même quand l'interlocuteur ne vous paraît pas intéressant. Il peut connaître un ami de la famille qui occupe un emploi de décideur.
Bien évidemment, les cartes de visite ne sont, et à mon avis, ne seront jamais périmées. C'est le meilleur moyen de pouvoir vous contacter. N'oubliez pas sur une carte de visite à mettre votre numéro de téléphone portable et votre mail et de les mettre en gros. Imaginez, la personne a besoin de vous contacter et n'a pas ses lunettes. Si le numéro de téléphone est écrit trop petit, bien évidemment, elle n'arrivera pas à vous appeler. Et enfin, vous devez toujours garder une attitude positive, être présentable. Même dans notre profession de transporteur de marchandises, un t-shirt avec le nom et le logo de votre société fera la différence. Votre véhicule doit être propre et en bon état de carrosserie. L'image reflétée n'en sera que meilleure. Vous devez être ponctuel et respectueux. Vous pouvez aussi prospecter des transporteurs qui peuvent être débordés, sous-traitance, échange de clients en fonction des emplois du temps respectifs, etc. J'en reviens sur la présentation, que ce soit du véhicule et du chauffeur, sont particulièrement importantes. Je vous parlais tout à l'heure d'Amazon. Imaginez que vous êtes client, vous commandez un produit sur Amazon. Bien évidemment, le livreur qui vous apporte le colis chez vous, lui n'est pas salarié d'Amazon. Pourtant, il représente l'image d'Amazon. Donc, quand Amazon devra choisir un transporteur, s'il sait que les chauffeurs dans votre société ne sont pas ponctuels, parlent mal et sont mal habillés, il préférera payer plus cher quelqu'un pour donner une bonne image à ses clients. Voilà, je vous laisse lire ce petit tableau récapitulatif sur ce qu'on appelle la méthode des 4 P. Le produit, le prix, la place et la promotion. Le produit, la qualité, les caractéristiques, les options, la marque, le style, la taille, le conditionnement, le service après-vente, la garantie. Bien évidemment, là, nous avons pris des exemples beaucoup plus proches de produits physiques. Vous vendez du service, mais nous retrouverons le même style, la qualité de service, les options que vous pouvez proposer, la ponctualité, le modèle de véhicule, le sérieux, le suivi, etc. Le prix, bien évidemment, vous aurez des tarifs et potentiellement des remises ou des rabais, des conditions de paiement, des conditions de crédit, etc. La place, comment vous allez distribuer. Est-ce que vous avez des points de vente, des zones de chalandise, des stocks, des entrepôts, un assortiment, des moyens de transport, etc. Et puis bien évidemment les promotions, c'est la communication, quelle publicité, comment vous allez faire la promotion de vos ventes, est-ce que vous aurez une force de vente, est-ce que vous ferez du marketing direct qui va s'occuper des relations publiques, etc. Pourquoi utiliser les 4 P ? La politique de produit. La politique de produit définit l'ensemble des caractéristiques de vos produits. On utilise ici le mot produit, mais dans les faits, il représente autant les produits que les services. Imaginez vos services comme des produits que vous offrez. La politique de produit définit le choix et l'étendue des gammes de produits que vous fabriquez ou que vous distribuez. Elle définit la qualité, les formats, les couleurs, les caractéristiques, etc. La politique de produit définit aussi les nouveaux produits qui seront développés et offerts, les produits qui devront être abonnés, les améliorations, les adaptations. La politique de prix. La politique de prix ne se définit que par le prix de vente de votre produit, par le prix ou le service, mais elle définit le prix des détails suggérés, les rabais, les remises et les promotions. La politique de prix définit aussi les rabais sur les volumes ou les prix revendeurs, les conditions de crédit, les taux d'intérêt, les conditions de paiement, etc. J'attire votre attention là-dessus que souvent vos clients vous demanderont des rabais, des remises, etc. Dans une négociation, obtenez systématiquement une contrepartie de la part du client par rapport à un rabais. Par exemple, vous proposez une prestation à 100 €. Le client ne veut pas débourser plus que 90 €. Si votre marge
vous permet de le faire et que vous décidez d'accepter, essayez d'obtenir en contrepartie un paiement immédiat de la part du client. Ou alors de rester à 100 € avec un paiement à 1 mois ou 45 jours par exemple. Ensuite, la politique de distribution. La politique de distribution concerne la façon dont vos produits seront distribués. Est-ce que vous serez les seuls à les vendre, vos produits? Est-ce que vous serez distribués dans des réseaux précis, par des grossistes? Est-ce que vous aurez votre propre force de vente? Est-ce que vos produits seront fabriqués en un seul endroit? Seront-ils fabriqués dans différentes usines? Est-ce que vous aurez des inventaires, des entrepôts où vos produits sont fabriqués? Est-ce que vous aurez des franchisés, des revendeurs autorisés, des points de service certifiés? Est-ce que vous ferez de la livraison directement chez vos clients ou ramasseront-ils leurs commandes chez vous? Est-ce que vous vendrez en ligne? Est-ce que vous aurez un site vitrine par exemple? Toutes ces questions et bien d'autres vous permettront de définir votre politique de distribution. La politique de distribution touche entre autres au point de fabrication, à l'entreposage, au point de vente, aux intermédiaires, au territoire, à la livraison, au marchandisage, ainsi qu'à toutes les règles, moyens, les infrastructures que vous mettez en avant et qui définissent chacun des aspects de la vente, de la distribution de vos produits ou bien évidemment des services. Vous pourrez par exemple dire que vous faites du transport lourd, que vous avez le droit de travailler partout en Europe. Si vous décidez de concentrer votre activité principalement sur la France, mais qu'un client vous demande d'aller en Espagne, forcément vous ne direz pas non et vous pourrez avoir un sous-traitant qui est spécialiste de l'Espagne. Et tout ça, vous allez mettre en place votre politique de distribution pour chercher des partenaires efficaces dans les pays que vous avez décidé d'exploiter, mais sans y emmener vos chauffeurs. La communication, c'est particulièrement important. La politique de communication permet de faire connaître le produit, d'attirer l'attention, d'intéresser les clients potentiels, d'accroître le désir envers le produit, d'informer, de motiver l'achat, de changer les perceptions, de générer des actions, d'augmenter les quantités vendues. Lorsqu'on pense communication, on pense facilement à la publicité, mais il existe aussi différents systèmes. Le packaging, les dépliants, les promotions, les concours, les relations publiques, les communiqués de presse, des participations à des foires, des salons, des démonstrations, des échantillons, les commandites, ainsi que les moyens de publicité sur les lieux de vente, les fiches techniques, des vidéos sur votre site internet, un manuel d'utilisateur, des vidéos de formation pour vos distributeurs, la façon dont vous habillez vos livreurs, les messages téléphoniques d'accueil de votre entreprise, etc., etc. Et vous voyez que il faut penser à une communication globale. Même si votre entreprise est un commerce de détail où vous revendez des produits fabriqués par d'autres, même si vous avez une entreprise de service, même si vous êtes un grossiste, vous avez à définir une politique de service, une politique de prix, une politique de distribution et une politique de communication. Bien évidemment, l'idée c'est que ces 4 P soient compatibles les uns avec les autres. Bien évidemment, si vous décidez d'avoir des véhicules pas chers avec des vieux moteurs diesel qui consomment énormément et qui polluent, et que votre communication est faite sur du transport écologique, quand vos clients verront vos véhicules, ce ne sera pas compatible. Alors que si vous décidez d'avoir des véhicules hybrides ou full électriques et que cela correspond à votre image d'une société écologique, bien évidemment vos cartes de visite seront vertes, bien évidemment vous pourrez éventuellement mettre un uniforme à vos chauffeurs avec des couleurs vertes qui rappellent l'écologie. Tout l'ensemble des 4 P va aller dans le même sens. Et à ce moment-là, bien évidemment, la politique de prix sera d'être un petit peu plus cher qu'un transport normal qui peut être compris dû à une activité basée sur l'écologie.
Voilà, en lisant l'ensemble des éléments des différentes politiques, vous vous êtes sûrement dit, mais j'ai déjà défini la majorité de ces éléments de mon entreprise. Ce que Pharmatrans Paris vous recommande, c'est de bien déterminer la typologie des clients. Bien évidemment, il y a 3 types de clients. Les clients particuliers, les clients professionnels et les clients institutionnels. Les clients particuliers, les moyens de les contacter, principalement Internet, petites annonces, cartes de visite. Les professionnels, les sociétés, donc bien évidemment, cela peut aussi se faire par Internet, mais aussi beaucoup par de la prospection terrain et par un tissu relationnel. Pensez aux réseaux sociaux ou aux réseaux professionnels, c'est le même principe. Et puis les institutionnels, souvent passent par des marchés publics. Voici un petit tableau de réflexion. Identifier, énoncer la situation clairement. Que se passe-t-il? Identifier le problème. Pourquoi cela est-il arrivé? Transformer la cause du problème précédent en nouveau problème. Pourquoi? La question pourquoi a-t-elle été posée suffisamment de fois pour remonter la cause? Oui, je propose des solutions. Non, je reviens à l'étape d'avant. Comment maîtriser les outils de la prospection commerciale? La prospection commerciale est une action qui vise à rechercher de nouveaux clients, qu'on appelle alors des prospects. Il est important de savoir prospecter sa clientèle afin de se constituer un fichier client. La prospection. Bien prospecter dépend surtout de l'habilité du démarcheur. Tout d'abord, il faut que ce dernier sache aborder son interlocuteur. En d'autres termes, il faut qu'il sache être attentif lors de l'appel, qu'il écoute ce que le client a à dire et surtout qu'il sache lui poser les questions adéquates. Tout cela se fait en respectant une méthode de vente élaborée et complète. Cette méthode est présentée sous forme d'un script contenant tous les détails que nécessite un appel de prospection. Les réponses aux objections, les relances, les questions ouvertes, comment susciter des oui lors du questionnement. Ce n'est qu'après qu'intervient réellement le potentiel du vendeur. C'est le plus petit qui fait ce qui le démarque des autres. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas toutes ces méthodes, elles peuvent s'apprendre. Vous pouvez également embaucher des vendeurs qui vont vous se charger d'aller chercher des clients, mais forcément, il faudra les payer. La fidélisation pour motiver la clientèle. La fidélisation est un processus qui permet la motivation du client. Cela se fait à travers une communication constante et personnalisée. Ainsi, il faut mettre un point d'une façon assez régulière, des séances de communication avec la clientèle. Il s'agit de conversations concises et efficaces qui donneront l'occasion à l'entreprise concernée de redécouvrir et de mettre à jour sa base de données clientèle. Il ne faut cependant pas confondre fidéliser et offrir avantages et cadeaux à ses clients. Bien au contraire, la fidélisation a pour but de rapporter de l'argent à la société et non de lui en faire perdre. En effet, l'efficacité d'une procédure de fidélisation est évaluée par les bénéfices supplémentaires générés. Ainsi, une fidélisation qui ne rapporte pas d'argent à l'entreprise sera automatiquement stoppée car elle devient très vite une source de dépenses lourdes et superflues. Je vous donne un très bon exemple de fidélisation, c'est Darty. Vous connaissez la société Darty qui vend tous les produits d'électroménager, qui ont mis un service après-vente et un système pour fidéliser ses clients. Dès que vous allez acheter un objet chez eux, ils vous demandent bien évidemment votre mail. Et derrière, vous avez une enquête de satisfaction par mail. Le but étant d'avoir le retour du client sur son expérience de vente, savoir comment cela s'est passé. Cela vous permet également de corriger certains points de vue, certains aspects que vous allez présenter aux clients qui des fois vous paraissent essentiels et ce ne sont pas perçus du tout de la même façon par vos clients. Cela permet de faire évoluer bien évidemment vos techniques commerciales. Établir un budget marketing selon les 3 méthodes. Je vous laisse prendre connaissance de ce petit tableau. Je vous propose de mettre sur pause et dès que vous avez fini, vous relancez la lecture. Voilà, j'imagine, vous avez fini la lecture, nous allons poursuivre.
Vous devez donc vous assurer de la rentabilité de la prospection. La prospection doit se faire à 2 niveaux afin de s'assurer un bon niveau de qualité, de rentabilité. Au niveau commercial, il faut avoir une parfaite maîtrise du processus commercial en cours. Seule une parfaite connaissance de son portefeuille d'affaires permet au commercial de ne pas passer à côté d'une occasion de vente, faute de relance ou d'argument. Cette maîtrise vous permet également de cibler votre clientèle et de savoir repérer les clients à grand potentiel ou de ne plus perdre votre temps avec des clients ou prospects qui ont un moindre potentiel. Cette notion de temps est particulièrement importante quand vous faites du commerce. Bien évidemment, ce n'est pas une science exacte et des fois, vous sous-estimez le potentiel. C'est pourquoi il est particulièrement important au niveau commercial de faire parler le client. Une petite statistique, un bon vendeur parle uniquement 20% de la conversation. Le bon vendeur écoute le client, pose des questions et fait parler le client. Et bien évidemment, une fois que vous avez compris comment fonctionne votre interlocuteur, il est beaucoup plus facile de lui proposer quelque chose qui est adapté à sa demande. Au niveau marketing, il est important de connaître les différents clients prospects de sa base de données afin d'établir un schéma argumentaire ciblé et convaincant. Les méthodes de prospection utilisées sont par la suite analysées et jugées selon leur efficacité. Ceci permettra dans un autre temps d'établir de nouveaux schémas de prospection qui seront alors plus efficaces. Grâce à cela, l'entreprise pourra se différencier autrement que par le choix de prix et ainsi générer plus de profits et développer son chiffre d'affaires en boostant les ventes et la consommation. Les outils CRM. Bien évidemment, c'est de l'anglais Customer Relationship Management. En français, vous appelez ça en général le GRC, la gestion de la relation client. Afin de pouvoir pallier à ces problèmes, il est généralement indispensable d'avoir recours à un outil CRM. En effet, le logiciel CRM est extrêmement efficace parce qu'il peut traiter les affaires en temps réel et rassembler un maximum d'informations commerciales en une unique base de données et du coup il permet d'organiser convenablement le travail des démarcheurs. En effet, il est important de noter les informations que vous avez obtenues avec vos clients. Les informations évidentes vont être les moyens de communication, son nom, son numéro de téléphone, son email, son adresse. Et puis, énormément d'informations peuvent être intéressantes. Quels sont ses choix de critères ? Est-ce que le client va être beaucoup plus à l'écoute de l'écologie ou du prix ? Est-ce que le client va être uniquement attentif à la ponctualité du chauffeur ? Et puis, cela permet de faire également évoluer les informations. La difficulté, quand vous avez créé un client et que vous travaillez avec lui depuis un certain nombre d'années, est de ne pas détecter que le client évolue. En effet, dans une société, vous pouvez changer d'interlocuteur, ou même si vous gardez le même interlocuteur, il peut changer de patron. La politique de sa société peut changer. Et donc, les attentes qu'il avait lorsque vous avez commencé à travailler avec lui ont évolué avec les années. Et il est impératif pour vous de constater cette évolution. C'est pourquoi le CRM est particulièrement important. D'envoyer régulièrement ou régulièrement de poser des questions sur le ressenti de la société par rapport à votre efficacité et à votre travail. Régulièrement, un client non satisfait ne vous prévient pas. Des fois par peur de vous vexer, des fois parce qu'il vous aime bien, des fois parce qu'il a peur que vous lui racontiez des bêtises. Et du coup, que fait-il ? Il va chercher un autre transporteur, il va à la concurrence. Et une fois que vous constatez que son chiffre d'affaires fait avec lui est en forte baisse, c'est malheureusement en général trop tard. L'intérêt du CRM est de détecter le plus vite possible les changements d'habitude de vos clients, de façon à les satisfaire toujours au mieux. Aujourd'hui, énormément de logiciels ou de systèmes peuvent être mis en place de façon extrêmement simple pour avoir un suivi rapide. Les points à retenir pour s'assurer de plus de ventes, mettre à jour la base de données
et de façon continue. Organiser ses appels et ses visites et les préparer. Organiser son temps de travail. Être attentif à ses clients ainsi qu'à l'évolution de son portefeuille d'affaires. La mise en place d'un générateur de leads, c'est-à-dire des contacts, des prospects. Améliorer le potentiel cognitif de l'entreprise. Faire de la fidélisation de clientèle. Établir le processus de fidélisation à 3 phases. Rédiger des messages clairs et concis. Et faire un bilan final et sonder l'efficacité des méthodes mises en place. Revoici les fameux 4 P, je vous laisse lire quelques instants. Voilà, donc tous ces éléments convergent vers les buts et les moyens que vous voulez mettre en place. Les étapes de la vente, les étapes à suivre. En amont, préparation à l'entretien commercial. La préparation du plan de vente est une étape cruciale dans votre démarche commerciale. Elle vous permet d'avoir tous les arguments de vente en tête, ainsi que les informations concernant vos prospects ou clients afin de cibler au mieux votre stratégie. Lors d'un entretien commercial, maîtrisez votre argumentaire. Démontrez votre expertise produit. Une étude montre que plus de 40% des commerciaux estiment ne pas toujours avoir les informations et les connaissances nécessaires avant de passer un appel téléphonique. Un constat alarmant quand on sait que 76% des acheteurs attendent de leur interlocuteur une expertise produit et des conseils personnalisés pour prendre leur décision d'achat. Je vous rappelle ou vous informe qu'aujourd'hui, trouver des informations n'est pas forcément très compliqué. Le client a accès à Internet et il regarde sur Internet pour avoir les informations. Souvent, depuis quelques années, le client, les premières minutes de votre entretien téléphonique ou de votre entretien en face à face dans le cadre d'une vente, va vous poser des questions pièges dont il connaît la réponse pour voir justement ce que vous lui dites. Je vous donne un exemple. Depuis quelques années, Mercedes a passé un accord avec Renault sur le moteur des voitures. Dans les Mercedes classe A par exemple, de petite cylindrée, ce sont des moteurs Renault en diesel qui sont bien plus efficaces et bien plus performants. Forcément, l'argument commercial pour le vendeur de dire que c'est un moteur Renault est peut-être très mal perçu par ses clients. Et pourtant, de nombreux clients, quand ils arrivaient au showroom et que cette information était encore peu diffusée, la première question qu'ils posaient au vendeur était « Est-ce vrai cette rumeur comme quoi les moteurs sont des moteurs Renault et non des jolis moteurs Mercedes ?» En réalité, le client avait déjà la réponse. Il savait déjà que c'était des moteurs Renault. Première possibilité, le vendeur lui expliquait gentiment pourquoi Mercedes avait fait cette stratégie et que c'était pour la performance et la fiabilité. Et donc, lui avouer sans problème que c'était bien des moteurs Renault. La deuxième solution étant que le vendeur essaye de mentir au client en lui expliquant que bien sûr on trouve énormément de fausses informations sur Internet et que c'est totalement faux, que Mercedes mettait que des moteurs Mercedes. Dans le cas où le vendeur répond la première solution, bien évidemment le client se dit « je peux avoir confiance dans ce vendeur ». Dans le cas de la deuxième solution, le client sait que le vendeur vient de lui mentir et donc il lui mentira à nouveau sur d'autres sujets que l'acheteur ne maîtrise pas. Et quelle est sa conclusion? Il quitte la concession et va voir un autre vendeur. Tout ça pour vous dire, n'essayez pas de raconter de bêtises à vos clients. Première étape, la prise de contact. Cette étape remplit 2 objectifs. Briser la glace, faire connaissance avec votre client et présentez-vous, exposez les enjeux de la vente. Ce jalon de la vente est court, quelques minutes suffisent. Mais il conditionne à 80% l'issue de la vente. Faites attention à la première impression que vous laissez à votre interlocuteur. Vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de vous présenter à lui. C'est dans les premières secondes de l'entretien que le client se fera une opinion sur vous.
En commerce, on parle des 10 premiers gestes, 10 premières secondes, 10 premiers mots. Pour donner la meilleure image de vous-même et laisser une première impression positive, soignez votre communication verbale et non verbale. L'apparence générale, faites preuve de professionnalisme sur votre tenue. Le langage corporel, l'attitude, les gestes, etc., le sourire, l'élocution. Ensuite, nous allons faire une recherche des besoins du client. Pour cela, posez un maximum de questions ouvertes. Je vous rappelle le principe, question fermée, question ouverte. Question fermée, le client ne peut répondre que par oui ou par non. Question ouverte, il ne peut répondre ni par oui ni par non. Exemple. Monsieur, ce midi, avez-vous mangé du poulet? La réponse est oui ou non et s'arrête là. Deuxième possibilité, question ouverte. Monsieur, qu'avez-vous mangé ce midi? Et là, le client, en général, va développer. Dans la façon de poser ces questions, bien évidemment, il faut aussi maîtriser les silences. Quand vous êtes en entretien de vente, n'hésitez pas à ne rien dire. Et le client, en général, peut-être un peu gêné, va combler ce silence en parlant. Je reprends mon exemple sur le repas du midi. Si, quand vous parlez, vous posez la question, monsieur, qu'avez-vous mangé ce midi? Le client répond juste du poulet. Et vous attendez. Vous laissez le silence. Et en général, le client va développer. Il va dire, j'ai mangé du poulet rôti avec des légumes, et puis des frites, et puis ceci, et puis cela. Et il va naturellement parler. Si, quand le silence est établi depuis 3 secondes, vous réenchaînez avec une autre question, le client ne développera pas. Donc pensez à QQOCQP. Qui, quoi, où, comment, quel, pourquoi. Demandez-vous ce que vous avez besoin de connaître sur le profil de votre client pour le convaincre davantage d'acheter votre produit ou votre service. Le but est de trouver ses motivations d'achat et derrière, du coup, d'adapter votre argumentation en ce sens. L'étape 3 est l'argumentation. Si l'étape 2 est utilisée correctement, votre argumentaire est personnalisé et adapté. Votre discours et les techniques commerciales correspondent au contexte, aux besoins et aux motivations d'achat pour votre client. Parmi tous les arguments de vente à votre disposition, certains seront plus percutants que d'autres en fonction du profil de votre client. Vous pouvez appliquer les méthodes du son casse pour sélectionner, être sûr d'argumenter de manière pertinente auprès de votre client. Le son casse, si vous ne le savez pas, sont les méthodes de fonctionnement des êtres humains par sympathie, O, orgueil, N, notoriété, le C, le confort, le A, l'argent et le deuxième S, sécurité. Si vous avez en face de vous un client pour lequel la sécurité est la plus importante, bien évidemment, vous allez lui expliquer que vos chauffeurs sont sélectionnés, que vous vérifiez leur casier judiciaire, qu'il n'y a jamais de problème de vol, que les véhicules sont systématiquement fermés à clé, que les cartons sont protégés, ne sont manipulés qu'avec soin pour éviter de casser les objets qu'il y a dedans, etc., etc. Bien au contraire, si le client est intéressé que par l'argent, vous n'allez pas du tout lui parler de ça, vous allez lui parler uniquement du prix. Évitez le monologue à tout prix. Impliquez le client pour l'engager dans chaque étape de la vente. Vous pouvez également lui poser des questions fermées pour faire valider votre argumentation commerciale d'un simple oui. Quatrième étape, le traitement des objections. Selon une étude de Forbes Insight, 58% des acheteurs déclarent que les commerciaux ne sont pas capables de répondre efficacement à toutes leurs questions. Une objection ne doit pas être considérée comme un obstacle, mais plutôt comme un signe d'intérêt de la part du client. Il peut s'agir de questions ou de demandes de négociation. Dans tous les cas, votre client a besoin d'informations complémentaires pour faire votre choix. Il est important de pratiquer l'écoute active. Poser des questions sur les points qui bloquent, reformuler les objections pour lui montrer que vous comprenez sa préoccupation et que vous allez y répondre. L'étape 4 est particulièrement compliquée pour quelqu'un qui n'a jamais fait de commerce et souvent particulièrement stressante. Et si vous pensez ne pas avoir la solution, vous essayez d'esquiver. Bien évidemment, les objections
comme c'est marqué, sont un très bon signe d'intérêt de la part du client. Un client qui n'est pas du tout intéressé par ce que vous lui proposez ne va pas vous poser de questions. Il va tout simplement vous demander de partir et vous dire au revoir gentiment. Quelqu'un qui vous pose des questions, c'est qu'il a un vrai intérêt. L'étape 5, la négociation commerciale. Donc avant de commencer à négocier, vous devez savoir présenter le prix au client et le défendre. Sachez pourquoi ce prix a été fixé. N'oubliez pas que le prix ne résume pas une relation commerciale. Il n'est qu'un seul élément. Mettez en pratique vos techniques de négociation. N'oubliez pas que cette étape est faite de concessions et de contreparties. À vous de juger où placer le curseur du prix pour que les deux parties soient satisfaites. L'étape 6, conclusion de la vente, en anglais closing. Votre argumentaire a convaincu votre client, votre négociation a abouti sur un accord, félicitations. Les étapes de la vente suivies précédemment ont porté leurs fruits. Vous n'avez plus qu'à conclure la vente. Si vous sentez votre interlocuteur intéressé, vous pouvez par exemple prétexter que l'offre n'est valable que pendant une période donnée, quelques heures, quelques jours, une offre sur une saison, afin de le pousser à signer rapidement. Cette étape, des fois, est particulièrement compliquée car le vendeur n'a pas envie de forcer le client à signer. La plupart des clients, l'acte d'achat n'est pas forcément très naturel et ils n'osent pas se lancer parce qu'ils veulent réfléchir, revoir quelqu'un. Je vous donne un exemple, par exemple, vous déménagez. Le client qui déménage va demander à consulter plusieurs déménageurs. Il a peur que les objets qu'il a dans sa maison depuis des années et des années soient cassés par un déménageur, que le souvenir de sa grand-mère décédée puisse être abîmé lors du déménagement, etc. Et à cause de tout cela, en fait, il a peur de signer. Donc c'est à vous de le rassurer et quand vous sentez que c'est bon, de lui amener gentiment à signer. N'hésitez pas à poser la question clairement pour aboutir à la conclusion. Étape numéro 7, la prise de congé. Votre vente est conclue, le client a signé, mais il reste une étape cruciale, faire durer la relation de confiance qui s'est installée entre le client et vous. Pensez à la technique des 4 R, rassurer, remercier, raccompagner, revoir. Et le service après-vente commence dès l'étape 7. Vous n'avez même pas encore quitté votre client qu'il faut commencer le service après-vente. Lui laisser votre carte de visite, lui expliquer qu'il faut absolument qu'il vous appelle en cas de moindre question, qu'il ne faut pas que le client soit seul et qu'une fois que vous soyez reparti, il réfléchisse dans son coin et qu'il change de décision. Le son casse, comme je vous ai expliqué, donc tout à l'heure, c'est S sécurité, O orgueil, N nouveauté, C confort, A argent et S sympathie. Je vous laisse un petit peu de temps pour le lire. Comme d'habitude, Formatrans vous propose de mettre une petite pause et de lâcher la pause quand vous aurez fini. Nous allons maintenant parler un petit peu d'un site internet, bien évidemment, qui aujourd'hui est impératif. Quelle que soit l'activité de sa société, la façon la plus rapide de trouver est de passer par internet. Formatrans donc vous conseille vivement de ne pas partir sur des grosses dépenses et de choisir des prestataires rapides et peu chers. Exemple, Vistaprint, Wix. Ils se construisent comme une page Facebook et sont très efficaces. Mais le site ne représente que 5% de la démarche. Le plus important reste le positionnement sur Internet pour tomber sur vous lors de recherches. N'hésitez pas à utiliser Google Ads et créer des pages avec des mots pertinents. Exemple, formatrans-paris.com, capacité Marseille V9. Ça veut bien dire que dans le nom de votre page de site, vous avez mis capacité Marseille V9. 3 mots-clés. Sinon, voici quelques conseils sur les étapes de réalisation. L'avant-projet, les questions préliminaires. N'oubliez pas que vous allez vendre du service transport. Pour aborder le projet web de la meilleure des manières, il est important de répondre à quelques questions simples mais indispensables.
Avez-vous réellement besoin d'un site web? Si oui, pourquoi? Qu'attendez-vous de votre site web? À qui s'adressera-t-il? Quel type de contenu voulez-vous mettre en ligne? De quelles fonctionnalités avez-vous besoin? Avez-vous défini le type de site web à concevoir? Site vitrine, site catalogue, site e-commerce, blog professionnel. Avez-vous déjà identifié vos concurrents? Comment communiquent-ils? Quelle est votre disponibilité? Quel est votre budget? C'est à partir de toutes les réponses que vous allez clairement établir une politique de communication par Internet. Le cahier des charges est le support essentiel pour la réussite de votre projet web. En effet, sur ce document, vous allez exprimer le plus clairement possible toutes vos attentes et décrire quels sont vos besoins. Ce document cadrera les prestations à réaliser et fixera les objectifs à votre webmaster. Étude technique et détaillée du projet et de ses fonctionnalités. Choix de la solution technique à utiliser. Responsive design, site adaptatif, site mobile. Étude de la stratégie de référencement. Définition de l'arborescence et des rubriques de site. Définir le type d'hébergement, réservation du nom de domaine, garantie technique et maintenance. Délai de réalisation, de livraison, échéancier, planning. Chaque partie doit être minutieusement rédigée de manière à ne laisser aucune zone d'ombre sur le projet. Le devis, c'est un document contractuel et légal qui est établi par le webmaster à partir du cahier des charges que vous avez réalisé. Vous-même, vous aurez l'occasion d'en établir des centaines pendant votre carrière de transporteur. Formatrans en établit tous les jours, autant vous y mettre maintenant. Il vous sera adressé pour validation ou pas, dès que vous aurez accepté les conditions du devis, matérialisées par le versement d'un acompte. Le webmaster pourra alors démarrer les travaux. Charte graphique et web design. La première chose à faire est de définir quelle sera l'identité visuelle de votre site web. L'objectif est de chercher à définir et à créer un univers graphique de votre site. Couleurs, typologie, logo, iconographie, etc. Si vous avez besoin d'être accompagné, cette étape peut être réalisée en collaboration avec des prestataires externes, un graphiste, une agence de communication ou autre. Le plus souvent, plusieurs maquettes graphiques personnalisées sont créées et élaborées à partir du cahier des charges. Création du site web. On entre maintenant dans le vif du sujet. Votre webmaster commence la création technique de votre site web à proprement parler et implémente les fonctionnalités que vous avez souhaité avoir dans le cahier des charges. Selon ce que vous aurez convenu, il se chargera également de l'intégration du contenu, images, vidéos, textes que vous allez lui fournir. Selon la solution technique qui aura été retenue, vous aurez peut-être la possibilité de suivre en direct les avancées des travaux. Prise en main de votre site. Maintenant, ça va être à vous de travailler. Avec les codes d'accès aux panneaux d'administration de votre futur site web, votre webmaster vous remet souvent un guide de prise en main de votre site. Ce support détaille l'utilisation principale des fonctions que vous utiliserez au quotidien. L'intérêt ici est de vous aider à monter en compétence et acquérir une autonomie suffisante pour gérer seul votre site en rythme de croisière. Bien évidemment, votre site doit évoluer en permanence. Vous décidez de changer un prix, vous décidez de changer de véhicule, vous décidez de changer l'uniforme de vos chauffeurs, vous décidez n'importe quoi, il faut avertir vos clients tout de suite et changer sur votre site internet. L'optimisation. Avoir un site web en ligne, c'est bien. Faire en sorte qu'il soit vu, c'est beaucoup mieux. Cette étape consiste à faire valider la partie on-page, c'est-à-dire réécrire certains contenus, mots-clés, valider la densité des mots-clés, vérifier le ratio texte-image, soigner le contenu des balises, descriptions et titres de chaque page du site, etc. Cette étape entraînera la vérification et la validation du code source, la validation par rapport aux normes du W3C et, dans certains cas, pour déboucher sur des correctifs éventuels. Mise en ligne de votre site. Votre site web est enfin publié par le serveur définitif sur lequel est rattaché votre nom de domaine que vous avez réservé avec hébergement. Votre webmaster termine les derniers points de configuration du serveur et configure le suivi statistique, trafic entrant, taux de rebond, navigateur de visiteurs, durée des sessions, page visitée, etc. Afin de valoriser l'indexation des sites web, votre webmaster générera et soumettra le fichier sitemap de votre site aux différents moteurs de recherche. Référencement.
Votre site est maintenant visible et votre webmaster va faire en sorte qu'il soit facilement trouvable par les internautes. La finalité du recensement est d'accroître la visibilité des pages de votre site web. Pour cela, il convient de faire la promotion du site sur les réseaux sociaux, les forums, et d'indexer des moteurs de recherche et de les inscrire dans les annuaires généralistes et spécialisés. Suivi et assistance. Maintenant que votre site web est en production, votre webmaster peut vous accompagner selon vos besoins pour en assurer la bonne démarche technique au quotidien et vous accompagner dans les développements futurs. En tant que professionnel, et selon vos besoins, il se chargera du suivi, du bon fonctionnement, apportera les correctifs éventuels et veillera aux évolutions des fonctionnalités implémentées. Dernier conseil, soyez très attentif aux avis sur Google. Ils peuvent influer directement sur votre activité. Voilà pour ce cours, je vous remercie de m'avoir écouté et maintenant je vous encourage vivement à faire les QCM associés à ce cours. Merci beaucoup et comme d'habitude pour toute question, vous envoyez un mail chez Formatrans. À très vite.